Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour Marc, comment allez-vous? Très bien, alors le ton est donné, ce monde me rend fou dans ces quelques lignes du début de votre livre. Alors Christophe Bourseiller, vous êtes déjà venu à ce micro. Bien sûr, avec plaisir. Et vous êtes donc chroniqueur à France Inter, on va revenir... Entre autres, oui. Et historien. Oui. Et on avait parlé ensemble il y a quelques mois de ces messieurs qui appelaient Monsieur Hitler, hein, donc de l'extrême droite. L'extrême droite, l'extrême gauche, voilà. Enfin, je suis fasciné, ou pas fasciné n'est pas le bon mot, mais disons que je m'emploie à décortiquer les courants minoritaires, les marginalités depuis de nombreuses années, et j'ai commis de nombreux livres sur ces sujets-là, et c'est vrai que je suis devenu, entre guillemets, une sorte d'expert extrémisme au pluriel. Voilà. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'espère. On va parler du monde tel qu'il est, du monde tel qu'il va, du monde tel qu'il vous a mis. Il vous irrite de temps en temps, du monde tel qu'il est. Vous savez, l'histoire de ce livre, c'est une chronique que j'ai proposée sur une radio célèbre, qui est la première radio de France, qui est France Inter. Et en fait, c'est venu d'un sentiment que j'ai eu, c'est que pour terminer les matinales dans les radios, en général, il y a toujours 5 minutes d'humour. Et moi, je leur ai dit à France Inter, mais écoutez, l'humour, il y en a marre. On était en plein milieu de l'épidémie de Covid, on était en septembre 2020, et je leur ai dit, moi, je ne vais pas vous faire une chronique d'humour, je ne suis pas un humoriste, je vais vous faire une chronique d'humeur. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je me transforme en moraliste. Et que je réfléchisse à ce monde et que j'en parle avec humour, évidemment, mais que je décrive ce monde qui est quand même totalement absurde. Il faut vous rappeler que quand j'ai démarré cette chronique, Ce monde me rend fou, on était donc en 2020, tout le monde a porté des masques, les gens ne se serraient plus la main, ne s'embrassaient plus, on avait peur les uns des autres, on était à 10 mètres les uns des autres, enfin il y avait un truc alors c'était légitime parce qu'il y avait une maladie bien sûr, mais quand même, on pouvait avoir un sentiment de dérèglement généralisé. Il y avait quelque chose qui n'allait plus sur cette planète, et donc c'est vrai que Ce monde me rend fou, pour moi c'est devenu une évidence absolue. Et à partir de là, je me suis dit, il faut quand même dépeindre les travers de ce monde. Alors ce monde n'a pas que des défauts, il a aussi des qualités, il y a des progrès technologiques extraordinaires. Oui, mais quand même, on est dans une société... D'abord, il y a une crise de la démocratie qui est évidente. On va revenir sur tout ça, mais simplement je rappelle que c'est un livre donc, qui vient de paraître aux éditions Rivage, qui est Ce monde me rend fou, et qui est une reprise, une réécriture d'un certain nombre de vos chroniques. Les meilleures chroniques jusqu'à présent. De France Inter, donc on peut vous entendre quand même le matin, le samedi matin. Et le dimanche. Et le dimanche matin. Voilà, c'est ça. À 9h, à 8h55. À 8h55. Ah oui, ça dure 5 minutes. Voilà, c'est une chronique de 5 minutes par laquelle je clôt la matinale de France Inter. Voilà. Donc, chronique qui est née dans des conditions particulières du Covid, mais qui a survécu évidemment au Covid et qui s'est développée et qui a connu un succès, donc touché quand même pas mal de gens. À ma grande surprise, moi je pensais que j'allais dire des trucs qui allaient vexer tout le monde. J'étais à l'envers, en gros, de ce que j'imaginais des auditeurs de France Inter, et pas du tout. En réalité, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi, qui n'en pouvaient plus des délires en tout genre, et qui avaient envie qu'on leur rappelle que c'est pas une espèce de bon sens, enfin, vous voyez. Alors c'est une chronique qui dure combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, voilà. Ouais. 5 minutes, c'est quand même... on a le temps de dire des choses en 5 minutes. 5 minutes, c'est 5 pages. Voilà. Donc on a le temps. Mais alors, les chroniques, là, elles font pas toutes 5 pages. Il y en a qui sont un peu plus courtes, non? Alors, non. En fait, dans le livre. Dans un livre, j'ai réduit parce que 5 pages incluaient la musique, incluait les dialogues aussi avec moi et les animateurs. Ouais. Et j'ai enlevé tout ce qui était dialogue. Et donc, je suis allé à l'essentiel. J'en ai fait une méditation personnelle sur des thèmes de l'époque, quoi. Alors, c'est une chronique et j'ai lu ce livre et ces chroniques, et
l'aspect écrit leur donne un côté un peu particulier. C'est comme si on les redécouvrait. Certaines, je les connaissais, je les avais entendues, etc. Et effectivement, le fait de les écrire les compacte d'une certaine façon et en font une espèce de billet. Vous avez parlé des moralistes, un petit peu dans la tradition, en fin de compte, des moralistes ou des philosophes qui écrivaient. C'est ça. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai totalement réécrite parce que quand vous faites une chronique, c'est en français parlé. C'est-à-dire que vous rajoutez les petits mots, des petits machins, des trucs. Mais quand vous réécrivez, moi je suis reparti du verbatim, là il faut tout reprendre parce qu'il faut que ça soit joli, on rajoute des mots, on enlève les tournures par trop parlées pour mettre des tournures écrites à la place. J'ai fait tout un travail de réécriture pour que ça soit des billets de moralistes. Voilà. C'est exactement ça. Alors quels sont, avant de rentrer un peu dans les différents thèmes, parce que c'est très foisonnant, vous parlez de tout, on va en reparler. Mais, et encore, je m'auto-censure un peu. Oui. Et quels sont vos modèles, d'une certaine façon? C'est les moralistes du XVIIe siècle? Oui, alors, alors plus les moralistes du XVIIe siècle, évidemment, mais aussi Voltaire, mais aussi Woody Allen, enfin, vous voyez ce que je veux dire, Andy Warhol, des trucs plus récents, mais... Groucho Marx. Groucho Marx, évidemment, qui est mon Dieu, vous voyez, des gens comme ça, oui, bien sûr, c'est-à-dire tous ceux qui, avec cet humour, vous parlent de l'époque présente, et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, vous voyez. Quelque chose qui ne va pas. Alors, vous vous en prenez à l'époque actuelle avec un certain recul, le recul que donne l'expérience, disons les choses. À mon âge, c'est normal. Un certain âge. À mon âge. Mais quand même, vous n'êtes pas un nostalgique. Vous regardez le monde. Je dirais presque. Enfin, vous êtes un nostalgique gourmand du présent. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je crains de ne pas être réac. C'est-à-dire que je ne regrette pas. Bon, ma jeunesse, c'est les années 1980, si vous voulez, et je crains de ne pas être nostalgique de cette époque. Quand j'étais enfant, dans les années 1970, je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence. Les années 80, pour moi, c'était les années chic et toc, Bernard Tapie, les yuppies. Enfin, vraiment, c'était pas du tout intéressant. Les années 90, c'était pas inintéressant parce qu'il y avait une espèce de désordre généralisé. Les années 2000 étaient sinistres. Les attentats, c'était épouvantable. Les années 2010, encore pire. Et les années 2020 ne sont pas meilleures. Vous voyez, donc en fait, j'ai toujours trouvé que tout était nul. Et donc, comme j'ai trouvé toutes les époques nulles, il est normal que je trouve que l'époque présente est nulle. Mais je suis dans une optique réparatrice. Je dois dire que là, nous pouvons avancer le concept kabbalistique de tikkun. Je suis dans la réparation. Et c'est vrai que l'idée, c'est de montrer les travers de ce monde en disant, écoutez, on peut peut-être faire un effort pour rendre ce monde un peu plus vivable. Quand même, on n'est pas obligé de se noyer au fond de la piscine. Ouais. Donc l'ambition est là, quand même, parce que petite ambition à mon faible niveau. Réparer le monde. Non, mais vous savez, tout individu se doit de réparer le monde. Oui. Tout individu. Donc je fais comme tout le monde. Voilà, mais c'est à mon petit niveau de billetiste de fin de matinale. Vous voyez, j'écris pas un traité de philosophie. Ouais. Oui, mais justement, mais j'ai plus d'impact qu'un philosophe. Oui, parce que vous utilisez l'humour. Voilà. En permanence, et l'humour, c'est une façon. On se souvient que Louis Armstrong faisait de l'humour pour faire passer une musique qui était quand même très exigeante. C'est ça. Et c'est un peu ça. Vous êtes un peu Louis Armstrong de la chronique. J'aimerais être le Louis Armstrong de la chronique, mais c'est vrai que j'utilise l'arme de l'humour. L'arme de l'humour. C'est même naturel pour moi, je dirais. Ouais. Et donc ce monde vous rend fou. Je pense que ce monde nous rend tous fous. On va prendre quelques exemples. Il y a effectivement, ça a commencé avec le Covid. Oui. Grande période de folie qui nous paraît loin maintenant. Qu'est-ce que ça a initié chez vous? Il y a une espèce de réaction par rapport à ça. Le monde n'est plus comme avant, ou alors est-ce qu'il est reparti exactement? Non, alors c'est ça qui est extraordinaire avec les humains, c'est que pendant le Covid, tout le monde disait vraiment une époque nouvelle s'ouvre, le monde ne sera plus jamais comme avant, et il y a un mouvement de sagesse, l'humanité a enfin compris, enfin j'entendais des petits trucs comme ça. Résultat, l'épidémie s'est arrêtée heureusement, et au bout de 2 ans quand même, 2 ans où les gens on était tous dans une espèce de situation bizarroïde comme ça, et au bout de 2 ans c'est reparti comme en 40, mais avec une énergie, une violence même incroyable, c'est-à-dire que tout le monde s'est précipité dans les avions, dans les trains, dans les
restaurants, dans les rues, pour faire son shopping, une espèce de frénésie. Et ça dit quelque chose d'une humanité qui n'apprend rien. C'est-à-dire qui n'a aucune capacité à évoluer, qui n'a aucune capacité à aller vers la sagesse. Regardez la multiplication des guerres. Ouais. Je veux dire, c'est très frappant. On pourrait se dire, vous savez pourquoi on a créé l'ONU en 1946 en disant on crée l'Organisation des Nations Unies pour aller vers un nouvel ordre mondial, parce que ça serait bien qu'il y ait un gouvernement mondial, parce que on vient de vivre Auschwitz, on vient de vivre la Seconde Guerre mondiale, on vient de vivre, c'est Hiroshima, on a vécu tout ça, donc maintenant l'humanité a compris, et donc maintenant il n'y aura plus jamais de guerre, et donc maintenant on va vers un gouvernement mondial. Résultat, en 2025, il y a des guerres partout, tout le monde s'entretue, personne n'a rien appris, et on n'a jamais été aussi peu mondiaux, entre guillemets. Vous voyez, c'est passionnant pour moi d'observer à quel point cette humanité est incapable d'évolution. Donc, faut le montrer, faut le dire, il faut le faire remarquer. Ouais. Mais alors, cette humanité, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont nouveaux et que vous cueillez comme ça au fil un petit peu de vos états d'âme et de l'air du temps que vous savez capter dans ces chroniques. Et notamment, il y a un thème qui revient assez souvent, c'est le thème de la concentration et de la distraction. Le temps, la concentration, la distraction. C'est-à-dire que vous voyez une humanité de plus en plus dispersée et de plus en plus incapable de se concentrer. Notre capacité de concentration, même depuis les années 2000, depuis les téléphones portables, en gros, a baissé. On n'est plus qu'à 4 secondes, je crois, de capacité de concentration. En fait, le poisson rouge, je crois, a une mémoire d'environ 2 mois. Hein. C'est pas ce qu'on dit, 1 minute, c'est quand même pas mal. Pauvre poisson rouge, pendant 2 mois, il se rend compte qu'il est dans un bocal, d'accord ? Mais nous avons une concentration moindre que 2 mois, vous voyez ? Et en fait, le problème, c'est une espèce de problème de distraction et d'emballement. C'est-à-dire que pourquoi avons-nous conquis le cheval ? Pour aller plus vite. Pourquoi avons-nous inventé le vélo? Pour aller plus vite que le cheval. Pourquoi avons-nous inventé le train? Pour aller plus vite que le vélo et le cheval. Pourquoi avons-nous inventé la bagnole? Pour aller plus vite que le train. Pourquoi avons-nous inventé l'avion? Pour aller encore plus vite. Pourquoi avons-nous inventé le web? Pour aller plus vite. Pourquoi inventons-nous l'IA aujourd'hui? Pour aller encore plus vite. Et là, je me dis d'accord. On va toujours plus vite. Mais on va plus vite, on est à un degré d'instantanéité folle qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Et donc, on est dans une espèce de folie où on va tellement vite qu'on se lance vers le précipice sans s'en rendre compte, tout en étant soumis en permanence à des distractions absurdes. Et donc, voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, ce qui est formidable quand on va sur le web, parce que vous ouvrez Internet en disant « Tiens, je vais aller répondre à un mail ». À ce moment-là, publicité pour un voyage en Grèce. Donc, tiens, oui, je vais peut-être aller en Grèce. Et puis là-dessus, pop-up, un truc, message Facebook. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Je vais sur Facebook. Et au bout de 10 minutes, vous avez oublié pourquoi vous étiez allé sur le web. Vous voyez, on est dans cette espèce de degré d'absurdité. C'est la distraction absolue, quoi, hyperbolique. Distraction absolue et accélération absolue. Et le pire, c'est amnésie généralisée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, on ne se souvient plus de rien. Donc on voit une guerre, quelque chose d'épouvantable, et on ne fait pas le lien avec le passé, avec l'histoire, vous voyez. Tout est comme ça. Je vous donne un exemple tout bête de les villes françaises. Les villes françaises, il y a quelques années, on a éventré toutes les villes pour faire des tramways. Vous vous souvenez? Donc ça a été des travaux monstrueux. Maintenant, on a le tramway partout. En 1950, il y a eu des travaux monstrueux pour détruire les tramways. Pourquoi? Parce qu'on disait les tramways, ça va pas assez vite, fonçons, il faut aller vite, c'est le monde moderne, il faut des bus, ça va plus vite les bus. OK? Et en 2010, par là, on dit non, ça va trop vite les bus, ralentissons, doucement. Ça va dans le bon sens. Oui, alors c'était bizarre comme sensation. Non, ça pollue. Non, attention, ça va polluer. Et donc, vous voyez, on met, on enlève. Alors, il faudrait savoir. J'appelle pas ça le progrès, moi. J'appelle ça l'amnésie généralisée. Voilà. Amnésie généralisée, et évidemment, pour un historien comme vous... c'est ça. C'est quand même un problème. C'est passionnant que les gens soient amnésiques. Ouais. Vous savez, je vais vous donner un exemple moi, de bêtises généralisées qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que j'étudie les mouvements extrémistes, et il y a un groupe qui m'intéresse assez, qui est un groupe d'extrême gauche, pas très puissant, mais quand même assez connu, qui s'appelle Révolution Permanente. Alors tout un programme, voilà. C'est un petit groupe d'environ 200-300 personnes, donc c'est vraiment pas une grosse organisation, mais il y a quelqu'un de connu qui gravite autour ou qui en fait partie, c'est l'actrice Adèle Haenel.
Vous voyez ? Or, Révolution permanente a une particularité dans le paysage de l'extrême gauche qu'on ne souligne pas assez, c'est que Révolution permanente ne fait aucun tract. Révolution permanente n'a pas de journal. Révolution permanente ne fait pas de brochure de formation. Révolution permanente, c'est rien que des vidéos sur Instagram, TikTok, Twitch, etc. C'est-à-dire que les gens qui adhèrent, qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos ? On voit des filles ou des mecs très en colère. « J'en peux plus ! Faut tout casser !» Bon, ok, d'accord, très bien, etc. Ok, mais c'est tout. C'est-à-dire que les gens qui rejoignent Révolution permanente n'ont aucune idée de qui était Léon Trotsky, Lev Davidovich Bronstein dit Trotsky. Ils n'ont aucune idée de Lénine, ils n'ont aucune idée de ce qu'est Marx. Ils n'ont aucune idée de rien. Ils sont juste des petits jeunes en colère et sans mémoire. Et ça dit quelque chose d'une époque intéressante, vous voyez, d'une époque marquée par une forme de bêtise qui s'accroît. Oui, mais alors cette colère, en fait, finalement, les gens vont là pour partager cette colère. Oui, on partage de la colère. On partage de l'affect. On ne partage pas d'idées. Est-ce qu'il y a une théorie derrière, quand même ? Est-ce que le fait de partager de la colère va être un peu le ferment d'une révolution future ? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une théorie derrière, mais à ma connaissance, comme Marx n'a fait aucune vidéo sur YouTube, ça ne va pas être facile. Vous voyez, il faudrait demander à Marx s'il pouvait faire une ou deux visios sur TikTok ou un truc comme ça, sinon on est mal barré. Ah ouais. Alors, il y a beaucoup de choses quand même dans notre société qui nous rendent fous. J'ai pris des exemples qui m'ont touché d'un point de vue personnel. Je comprends. Et que vous semblez partager, Christophe Bourseiller. C'est d'abord les tatouages. Oui. C'est vrai que les tatouages... Alors, on est d'une génération où ça nous paraît bizarre. Moi, j'avais une hantise dans la vie, c'est que mes enfants se fassent tatouer. Ils ne le sont pas encore, mais alors, ma fille, moi, elle se tatoue. Elle se tatoue. Alors, pourquoi se tatoue-t-on tant ? Pourquoi se tatoue-t-on tant ? Pourquoi se tatoue-t-on tant ? C'est la question que je pose, évidemment, qui est quand même intéressante et frappante. C'est-à-dire que personne ne se tatouait au siècle dernier, au XXe siècle, à part les repris de justice, à part quelques rares rockers, à part les membres des mafias russes, mais à part ça, personne ne se tatouait. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de généralisation. Donc il y a là quelque chose qui ça dit beaucoup de choses. Hein. Ça dit le désir de se distinguer dans la masse, c'est-à-dire le désir par tous les moyens d'exister en tant que micro-individu. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est de moins en moins mondialisé, un monde dans lequel le concept de collectif est de plus en plus dilué. Et un monde dans lequel il y a des millions de micro-identités qui cohabitent. Et donc, quand je me tatoue, je mets un petit truc, un signe qui va me délimiter moi, me définir moi, dans ma toute petite personnalité par rapport à mon voisin de palier. C'est ça l'idée du tatouage. Et après, il y a aussi une dimension tribale assez mystérieuse, c'est-à-dire que comme si l'humanité occidentale, tout à coup, retrouvait des racines tribales ancestrales. Parce qu'en fait, c'est les tribus qui se tatouaient au siècle dernier, tribus africaines. Oui, mais il y avait une signification qui était... il y a toujours une signification. Les ethnologues l'ont étudié, ça faisait partie d'une caste ou d'un totem. Mais aujourd'hui encore, quand je me tatoue, c'est mon totem. Quand je me tatoue, je dis quelque chose qui me représente. Voilà, ce que j'aimerais être, au fond. C'est pour moi, le tatouage est comparable aux gilets jaunes. C'est-à-dire que, vous savez, pour bien comprendre la révolte des gilets jaunes, il faut voir que les gilets jaunes, en fait, au dos du gilet, ils avaient une inscription. Et l'inscription les définissait. Infirmière en colère, retraité à bout de souffle, etc. Ou Jésus sauve, il y en a qui avaient ça. Et c'est pareil avec le tatouage. C'est cette façon de se définir par une espèce de micro-identité. Mais en même temps, le tatouage, c'est très dangereux parce que le gilet jaune, on peut l'enlever ou changer l'inscription. On peut changer de gilet, mais le tatouage, pour l'effacer, c'est pas facile. Hein, quand vous tatouez un truc ridicule au milieu du front à l'âge de 15 ans. Sans compter que ça peut être dangereux, parce que le président du Salvador, quand il est arrivé, a mis tous les tatoués en prison. Ah oui, alors Trump, lui, il a une technique. Mais bon, les techniques de répression de Trump sont assez particulières. Donc, tous les tatoués en prison. Voilà. Il y a un pauvre type qui avait tatoué le nom de sa mère et qui s'est retrouvé au El Salvador. C'est pas marrant. Et en plus, il peut pas revenir. En fait, il n'y a pas de... Oui. Donc, c'est épouvantable. Le tatouage est compréhensible. Bon, on va passer à autre chose, mais que si on est dans un système qui le comprend, sinon c'est incompréhensible pour les autres. On voit un serpent, là, qui
Vous donnez l'exemple du serpent qui entoure notre col. Voilà, c'est mon code. Ça dit quelque chose de ma propension au vice. Ça dit quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait tatouer des ailes d'ange dans le dos. Vous voyez, donc ça dit aussi quelque chose. Enfin voilà, c'est une façon de définir sa personnalité, de donner un signe, de donner des signes. En plus, certains trouvent ça beau. Alors après, c'est un autre débat, ça, évidemment. Mais vous qui êtes historien et donc un peu sociologue aussi, est-ce que c'est pas le signe quand même d'un manque de repères sociologiques? C'est-à-dire qu'on ne se définit plus par une religion, même plus par une génération d'ailleurs. On se définit par quelque chose de purement individuel. Alors c'est ça, un individualisme généralisé, mais aussi un désir de connivence, parce que avec le tatouage, il faut tenir compte que le phénomène du tatouage généralisé, c'est des millions de personnes qui se tatouent, va de pair avec le branding. C'est-à-dire, je me mets un bijou dans le nez, je me mets un anneau autour du nez, ça c'est pas terrible quand on est enrhumé. Ce genre je mets un rubis dans le nombril, des espèces de façon d'embellir son corps, d'en faire une espèce d'œuvre d'art bizarroïde. Il y a aussi cette dimension-là, c'est vraiment la glorification de l'individu. Mais j'aimerais vous poser la question, vous qui voyez les choses dans le temps long, est-ce que, à votre avis, c'est une période, c'est un passage vers autre chose, ou est-ce qu'on va véritablement vers une société qui n'a plus de mémoire et plus de repères? Alors, on va vers une société qui a de moins en moins de mémoire et qui a de moins en moins de repères. Après, la société, bien sûr, est plurielle parce qu'on est dans une société où tout va trop vite. C'est-à-dire que nous vivons des progrès technologiques, une évolution du monde à une rapidité extraordinaire. Vous savez, Marc, le Moyen-Âge a duré 1000 ans. 1000 ans, une période historique, 1000 ans, vous voyez. Aujourd'hui, en 10 ans, tout change. Aujourd'hui, tous les repères ont basculé, tout a changé. Je vous donne un exemple assez passionnant. Les rapports hommes-femmes. Il y a MeToo qui est arrivé, etc., aux alentours de 2010. Mais ce qui est passionnant dans les rapports hommes-femmes, c'est que si vous regardez les séries Netflix, par exemple, vous vous apercevez que jusqu'en 2010 environ, dans les films, c'est l'homme qui embrasse la femme. Et à partir de 2010, c'est la femme qui embrasse l'homme. Vous voyez, parfois la femme embrasse une femme aussi. Ou la femme embrasse la femme. Enfin, c'est la femme fait le premier pas. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose d'une évolution de nos sociétés sur le temps long. On est dans un monde en pleine révolution permanente, justement. Mais c'est un monde où la révolution est trop rapide. Il y a trop de choses. Vous voyez, regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Des progrès technologiques incompréhensibles qui sont aussi des progrès technologiques incontrôlables, avec notamment les progrès de l'IA aujourd'hui. Alors on essaie d'amadouer l'IA tant qu'on peut, en disant oui, finalement, ça me sert à demander des petits trucs, quel temps fera-t-il demain, etc. Ouais, tu parles. En réalité, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça va. C'est fascinant, c'est génial, mais on voit bien qu'on commence à vivre comme dans Blade Runner ou comme dans ce genre de film, quoi. On voit bien que la science-fiction nous rattrape et donc les gens ont peur. Et en fait, c'est cette peur qui explique le progrès mondial du populisme. Le fait qu'on se referme sur les frontières, qu'on va chercher des dirigeants un peu dictatoriaux, qui nous rassurent parce qu'ils sont dictatoriaux. Vous voyez, il y a là une accélération sans précédent dans l'histoire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'accélération, parce que c'est la clé pour comprendre l'époque. C'est-à-dire une accélération sans précédent et des gens ça va trop vite pour eux. C'est-à-dire des gens qui sont laissés sur le côté. Christophe Bourseiller, ça va trop vite pour tout le monde. Ce monde rend fou. Je renvoie au titre de votre livre. Ce monde ça rend fou tout le monde. C'est-à-dire que plus personne ne peut suivre. À une époque, il y avait des gens qui pouvaient suivre et puis d'autres qui restaient un peu sur le carreau. Maintenant, effectivement, ça va trop vite. Plus personne ne suit vraiment. Alors, quand vous voulez être branché, vous essayez de vous accrocher comme vous pouvez au monde nouveau. Vous suivez le truc, mais c'est quand même non, mais si on regarde le monde des applis, par exemple, vous en parlez à certains moments. Vous avez telle appli, vous êtes habitué, etc. Oui, et puis vous tombez sur un copain ou un jeune, souvent, qui vous dit « Attends, ton truc, c'est ringard, ça date de l'année dernière. » Et maintenant, il y a une appli qui fait 10 fois mieux, et c'est vrai. C'est ça. Et qui va faire 10 fois mieux, de façon plus rapide et qui est gratuite. Voilà, vous savez, il y a une théorie du complot qui est très drôle en ce moment, qui circule, c'est la Dead Internet Theory. Alors la Dead Internet Theory, c'est l'idée que en réalité, le web, c'est fini. Alors pourquoi ? Parce que quand je me branche sur les réseaux sociaux, que je reçois des mails ou que je discute avec des gens que je ne connais pas,
je crois parler à des humains, mais je parle à des robots. Parce qu'en réalité, maintenant, c'est vrai que je crois que 60% du trafic mondial sur le web, c'est des robots. Et donc, en fait, il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Cher Christophe, j'aime beaucoup ce que vous faites ». Moi, je réponds et tout. En fait, ce sont des robots qui me sondent, qui collectent des données, qui collectent des datas. Vous voyez, c'est absolument angoissant. Et c'est ça le monde nouveau. Par exemple, je vous donne un exemple d'un monde nouveau complètement bizarre. Il y a toujours eu l'adultère, hein, voilà, évidemment. Mais autrefois, vous savez, pour voir les pièces de la biche de Feydeau, c'était le mari, la femme et l'amant. C'était un peu le trio qui faisait rire tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le mari, la femme et l'appli. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une femme, je veux tromper mon mari. Au lieu de prendre un amant, je prends une appli. Je prends une appli et je vais sur l'appli et là, je peux voir tout ce que je veux, rencontrer 15 mecs qui seront ravis pour des petits moments comme ça à part, etc. Vous voyez, tout change. On est dans un monde qui est vraiment intéressant. Et alors, qui me choisit mes amants? L'IA, c'est toujours, on choisit pour moi. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne choisis pas ce que je vois. C'est une intelligence, entre guillemets, artificielle, qui décide de mes amis sur les réseaux sociaux, qui décide de ce que je vais voir comme image, et c'est assez fascinant. Alors, dans mon cas personnel, c'est surréaliste, parce que, figurez-vous, Marc, que comme je suis un spécialiste des mouvements extrémistes, je me connecte beaucoup sur des sites monstrueux, vous voyez. Et donc, quand je vais sur les réseaux sociaux, je n'ai plus que des bagarres atroces, des règlements de compte, des néo-nazis qui défilent en chantant. J'en peux plus, vous voyez. J'aimerais tellement voir des trucs plus cool, mais je peux pas. C'est l'IA qui a décidé, vous voyez. Elle a décidé, bah oui, parce qu'elle s'est dit, Christophe Bourseiller, il aime ça. Oui, il aime donc ça. On va lui ordonner jusqu'à ce qu'il en crève. Alors merci, c'est pas très sympa. Alors, on va reparler un petit peu de la façon dont on peut dont on peut essayer quand même de ralentir le monde, en fait, comment vivre dans ce monde qui rend fou. Peut-être autre chose qui m'a beaucoup plu, vous parlez dans une des chroniques de la société du crush. Alors, oui. Alors le crush, je ne connaissais pas ce contexte, et c'est extrême, c'est tout à fait passionnant, le crush. Alors, les jeunes doivent connaître ça, qui nous écoutent, s'il y en a, j'espère. Mais alors, c'est quoi cette société du crush? Alors, le crush, c'est j'ai un crush pour une fille. Donc, ça veut dire qu'en gros, je la trouve très belle. J'ai un coup de cœur, en quelque sorte, pour une fille, d'accord? J'ai un crush pour une pizza, donc j'ai très envie de cette pizza. J'ai un crush pour un film que je viens de voir, donc je trouve que ce film est très très sympa. Alors le problème, c'est que si j'ai un crush par exemple pour une fille, la différence, on pourrait dire, mais c'est comme si vous disiez j'ai envie de flirter avec elle. Oui, mais, c'est là où c'est passionnant, dans le cas du crush, je ne lui dis pas. C'est-à-dire que j'ai un crush pour une fille, elle ne le saura jamais. Mon crush, c'est Janine, mais Janine ne le saura jamais. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on ne se touche pas. On est dans une société où on en parle, mais on ne le fait pas. Et donc, en fait, la différence entre le crush et le flirt, c'est qu'à l'époque du flirt, on danse le slow, et puis on s'embrasse, et puis on se caresse, etc. Puis on va plus loin, c'est affinité, bien sûr. C'est quand on grandit, on pourrait dire. Mais dans le cas du crush, on se contente de fantasmer. Le crush, c'est le règne de l'image absolue. Donc mon crush, ça peut être... Oui, mais c'est une protection. Parce qu'avec le crush, si vous dites jamais à une personne que voilà, vous avez une attirance par rapport à elle, vous restez avec votre crush, c'est confortable. Oui, c'est et vous êtes sûr de ne pas avoir de déception. Il ne se passera rien. C'est sûr. De se prendre un râteau. Tout à fait. Et donc nous vivons dans la société du crush. Aujourd'hui, tous les jeunes ont des crushs, plein de crushs. Alors le tout, c'est de ne pas être une cruche quand on a trop de crush, évidemment, c'est le problème. Oui, mais ce crush, c'est quand même assez subtil, parce que c'est une façon, si on voulait être pompeux, c'est une façon d'être au monde, d'une certaine façon, le crush, c'est-à-dire de participer au monde sans vraiment s'y engager. Voilà, l'idée surtout, c'est de ne pas se toucher, je crois. Ouais. C'est surtout ça qui compte. C'est-à-dire, ce qui est vrai qu'aujourd'hui, pour un garçon, par exemple, pour séduire une fille, c'est très délicat, parce qu'il ne faut pas qu'il la harcèle, il ne faut pas qu'il la stalk, comme on dit, il faut qu'il reste élégant et un gentleman, donc évidemment, c'est délicat. Donc, le crush, c'est pratique, j'ai un crush. Ouais. Voilà, j'ai un crush.
Vous avez pour la lampe là au-dessus. Là. Voilà, il y a un croche, mais ça peut être comme vous l'avez dit, une croche pour un ça fait penser paysage. à cette pour une drogue pizza. qui s'appelle l'ecstasy. Et quand vous prenez de l'ecstasy, vous tombez amoureux de la lampe, du casque pour écouter à la radio. Vous tombez amoureux de tout ce qui bouge. Vous voyez, c'est pratique. Ou d'un portable qui est posé devant vous. Ouais. Et vous n'avez jamais eu à France Inter de soucis avec des chroniques, c'est-à-dire des gens qui vous ont appelé, ou la direction qui vous appelle en disant attends Christ. Non, alors la direction, non, j'ai eu des problèmes. Non, la direction a été très cool avec moi. Enfin, disons que j'ai fait un jour une chronique qui m'a valu beaucoup d'attaques sur les vélos. Parce que j'ai fait remarquer qu'on vivait une époque nouvelle, donc, et que dans les villes, maintenant, il y avait une espèce nouvelle qui n'existait pas auparavant, qui étaient les chauffards à vélo. Ouais. Et donc, je me disais, est-ce que quelqu'un, un jour, a déjà rencontré un vélo qui s'arrête au feu rouge? Donc, je posé cette question-là et j'avais parlé de ça. Et là, j'ai eu une sorte de déluge d'attaques de la part de cyclistes qui disaient, oui, Bourseillet est payé, stipendié par les marques automobiles. Alors, moi qui n'ai même pas de voiture, vous voyez, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et en fait, j'aurais voulu leur dire, et je leur dis aujourd'hui à ces cyclistes, que non, je ne défends pas l'automobile, je défends les piétons. C'est-à-dire que quand vous êtes piéton et vous voulez traverser la rue au rouge sans vous faire écraser par un vélo fou qui fonce comme un dingue sans regarder en traversant les carrefours à l'envers. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Mais là, vous avez peut-être titillé la corporation des vélos. Oui, voilà, parfois on vexe. Voilà, c'est la fois où j'ai vexé. Une autre fois, j'ai frôlé l'incident diplomatique à France Inter. Le jour où j'ai attaqué l'écriture inclusive. Ouais, alors ça j'imagine. Oui, alors pourquoi? Parce que j'ai fait une remarque que je vous fais et je vous demande d'y réfléchir, Marc. C'est le fait qu'on dit toujours que l'écriture inclusive féminise la langue. Mais regardez, c'est bizarre ce point médian, tout ça. En réalité, moi, ça me fait penser à autre chose, l'écriture inclusive. Et je pense que l'écriture inclusive robotise la langue. C'est-à-dire qu'à force de dialoguer avec des robots en permanence, à force d'aller sur le web où nous sommes en permanence confrontés à une espèce de bêtise artificielle qui nous force à retaper des mots de passe sans fin, enfin, à faire des procédures qui ne sont pas naturelles à nos cerveaux, nous nous transformons en robots. Et l'écriture inclusive, c'est une écriture robotique, si vous regardez bien. C'est de dire je suis par exemple un acteur RIS, voyez, je suis, ou voire même je salue les auteuristes qui sont là, voyez, c'est avec ces points bizarres, c'est de la robotisation. En plus, l'écriture inclusive repose sur une méprise, c'est-à-dire que le nôtre existe dans le français, simplement il est confondu avec le masculin. Oui. On a pris pour un masculin biologique alors qu'il ne l'est pas. Même à la limite, je trouve tout à fait naturel de féminiser la langue, c'est-à-dire qu'on parle d'autrice, tout ça, mais pourquoi pas, enfin, quand ce sont des personnes. Oui, enfin ça me gêne absolument pas, mais autrice ça me va, mais auteurice, je trouve ça étrange, vous voyez. Je dis pas que ça me hérisse comme un vieux con, je trouve ça étrange et ça dit quelque chose de nous, et ça dit quelque chose de la robotisation. Ouais. On va peut-être passer pour des vieux, voilà, des vieux mal cons. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, autre point aussi, le cocooning. Alors, beaucoup de gens parlent du cocooning. Et c'est... Mais alors, le cocooning, c'est-à-dire le fait qu'on est de plus en plus chez soi, avec le télétravail, etc. Bon, c'est alors le cocooning... Une constatation. Mais vous Christophe Bourseillet, vous en parlez de manière très amusante et très particulière. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, au début des années 2000, il y a eu une vogue extraordinaire grâce au développement notamment des vols low cost qui permettaient de se déplacer à bas prix. Il y a eu énormément de gens qui ont voyagé beaucoup. Mais aujourd'hui, vous avez d'un côté les populistes qui ferment les frontières et de l'autre les écologistes qui disent qu'il ne faut plus voyager en avion. Et donc, on est sommé de rester chez nous. Et donc, quand on reste chez soi, on s'enferme chez soi. Et donc, finalement, il y a eu naguère des générations de conquérants qui allaient faire le tour du monde, des globetrotters extraordinaires. Tandis que maintenant, c'est une génération qui est en chaussettes. Et donc, maintenant, on glorifie la chaussette, le canapé.
C'est pour ça qu'on essaie de nous vendre le métaverse, parce que le métaverse, c'est une réalité virtuelle, vous savez, dans laquelle j'ai pas besoin d'aller en Australie, puisque j'ai qu'à mettre un casque et j'imagine qu'il y a un kangourou que je suis en Australie chez moi, sans même bouger de mon canapé. C'est génial, vous voyez. Après, je vais mourir d'une attaque cardiaque parce que je resterai immobile toute ma vie, mais c'est pas grave. Mais je serai en chaussettes à la maison. Et c'est ça le nouveau cocooning, c'est ça, c'est qu'on nous incite à ne plus voyager et à rester à la maison tout le temps en permanence, vous voyez. Et ça, c'est un cocooning assez particulier. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette période de nomadisme généralisé, s'est arrêtée brutalement avec le Covid, mais aujourd'hui, elle reprend, le nomadisme reprend, mais il est entravé par ces injonctions qui sont d'une part, d'un côté, l'injonction populiste, de l'autre, l'injonction écologiste. Ouais. Mais comment est-ce sur ce cocooning, est-ce qu'on va en sortir, ou est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on a bien vu avec le Covid, à la fin du Covid, pour reboucler là-dessus, on est sorti sur les terrasses, on a été au concert, globalement, les gens ils en ont eu du marre de voir des concerts online. Enfin, ça a disparu d'ailleurs depuis. Bien évidemment, parce que les gens ont eu trop plein, etc. Et donc, est-ce que c'est un moment, évidemment, vous n'êtes pas devin, mais comme vous êtes historien, l'avenir, c'est quelque chose on n'a jamais vu ça. De demander à un peuple entier, à l'humanité, à l'espèce humaine de rester chez elle. On n'avait jamais vu ça. Le Covid a été un truc invraisemblable. Et puis même encore aujourd'hui, les injonctions auxquelles nous sommes soumises, on y obéit ou on n'y obéit pas. Mais il y a là une demande de sédentarité qui est très intéressante à observer. Vous voyez, je dis jamais c'est horrible, je dis c'est intéressant à observer. Vous voyez ma posture. Je ne suis pas dans une posture de dénonciateur, c'est trop horrible et tout. J'observe ce monde complètement cinglé. Ouais. Et j'avoue que j'aime être dans cette posture d'observateur. Moi, j'observe. Je trouve que plutôt que de dire c'est affreux, je dis regardez, c'est comme ça. Qu'en pensez-vous ? Vous voyez, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous d'un monde dans lequel on vous conseille d'être en chaussettes sur un canapé ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette injonction ? Qu'est-ce que vous pensez de ce monde-là ? Ce monde qui accélère à l'extrême sans même savoir pourquoi, de ce monde dans lequel on ne se touche plus, de ce monde dans lequel, quand on veut faire quelque chose, on se remet à un robot pour des choses les plus simples de la vie, comme trouver l'âme sœur, par exemple. Vous voyez, que pensez de ce monde ? Ouais. Alors justement, ce monde rend fou. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas sombrer dans la folie ? C'est quoi alors évidemment, on peut observer, on peut prendre de la distance, mais est-ce qu'il y a des actions ? Est-ce qu'une action collective est encore possible ? Comment on fait ? Alors, il y a un livre fascinant qui vient de sortir, qui s'appelle Hypnocratie, et qui est signé par un Chinois nommé Yan Wei-Xun, d'accord ? Alors, je précise que Yan Wei-Xun n'existe pas. Yan Wei-Xun, c'est un Italien qui a beaucoup d'humour, qui s'est allié avec une IA, pour dénoncer, alors comme dans un pamphlet, si vous voulez, cette société dans laquelle, justement, l'IA domine tout. Et Yan Wei-Xun dit que nous sommes aujourd'hui hypnotisés par les écrans. Et c'est ce que je montre, moi. On est dans un état d'hypnose permanent. C'est pour ça que vous avez une nouvelle catégorie d'individus dans les rues aujourd'hui qui s'appelle des smombies. Moi, j'arrête pas de croiser des smombies, je les appelle comme ça, vous voyez. En fait, le smombie, c'est une contraction de zombie et smartphone. Alors, le zombie, le smombie, c'est un zombie qui marche en titubant dans la rue sans vous voir, en regardant un smartphone et qui donc va vous bousculer forcément, sauf si vous vous écartez. Il faut faire très attention, ils sont très dangereux, les smombies, parce qu'il y a aussi des smombies qui roulent en voiture. Donc, vous voyez des smombies qui regardent leur smartphone tout en roulant. Vous voyez, ils peuvent rouler parfois très vite. Donc, vous voyez, c'est très, très dangereux, ce phénomène du smombie. Et donc, on est dans ce monde qui est marqué par cette espèce d'humanité qui se déshumanise en réalité. Ouais. Et moi, j'observe ça. Ouais, vous observez ça, mais alors les zombies que vous assimilez, ces smobies que vous assimilez à des zombies. Les smobies que vous assimilez à donc des zombies. Les zombies, c'était quand même des morts vivants. Ça fait peur. C'est des morts vivants. Et donc, j'en reviens à Hypnocratie. Et ce que dit Hypnocratie, c'est que nous sommes tous donc des smombies, en quelque sorte. Et donc, en réalité, nous ne pouvons pas sortir de l'hypnose. Parce que nous sommes dans la matrice. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas sortir de l'hypnose, mais nous pouvons maîtriser l'hypnose
en devenant conscient du fait qu'on est hypnotisé. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez, et j'ai fait une chronique récente qui n'est pas dans le livre parce que je l'ai fait il y a très peu de temps, sur ce livre, et j'ai trouvé qu'il y avait une idée là qui était intéressante, c'est l'idée qu'on peut maîtriser sa propre hypnose, et donc moi j'essaie de maîtriser mon hypnose, c'est-à-dire que comme tout le monde je suis hypnotisé par les écrans, comme tout le monde j'ai un smartphone et je consulte régulièrement ce smartphone, mais j'essaie d'être conscient de mon hypnose, de mon état d'hypnose. Et Dieu dans tout ça? Bah, écoutez, Dieu nous a laissé tomber. Oui. Dieu nous a... Est-ce que c'est votre idée? La question que je pose, c'est parce que on a l'impression d'un monde qui n'a plus d'épaisseur lorsqu'on vous écoute, c'est-à-dire des choses qui changent, des choses qui sont extrêmement éphémères, et il y a des choses qui disparaissent, qui apparaissent et qui disparaissent aussi rapidement possible. Oui, c'est des modes éphémères. C'est des modes absolument éphémères. Une succession de modes éphémères, un monde un peu qui fait pchit, tout fait pchit, comme ça, une espèce de mouvement permanent et perpétuel. Mais vous savez, la vie, c'est ça. Hein, la vie, c'est l'expérience du tumulte. Hein. Quand on sera mort, on pourra se reposer. Donc c'est assez naturel que ça bouge autour de nous. Mais là, ça bouge à une vitesse, à un degré de folie qui est évidemment unique. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant. Quelle est votre relation avec les jeunes ? Eh ben, je le trouve intéressant. Moi, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes brillants. J'ai pas du tout le côté les jeunes sont tous cons. Vous savez, il y avait à un moment donné, j'avais été convié il y a quelques années sur France Culture à une très sérieuse émission sur le thème les jeunes sont-ils cons ? Vous voyez, et il y avait des vieux sociologues qui estimaient que la jeune génération était nulle, complètement idiote. Alors, je suis pas du tout d'accord. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens passionnants qui tentent de penser leur époque. C'est pas, moi, je suis pas du tout anti-jeune, si vous voulez. Au contraire, j'ai envie de dire aux gens, mais regardez ce qui se passe, soyez conscients, faites bouger les choses, faites changer les choses, améliorez-les. On peut tout améliorer. C'est intéressant le progrès technologique. Moi, je suis pas pour le retour à la bougie, si vous voulez. Alors, sauf si elle est parfumée. Ça, je veux bien une bougie parfumée. Mais sinon, je suis pas du tout pour ça. En revanche, il faut maîtriser ça. Le vrai problème, c'est l'absence totale de maîtrise. C'est l'espèce de ce côté n'importe quoi, sans mémoire, ce désordre. Et alors, vous disiez Dieu dans tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a son petit Dieu. Alors, mon Dieu, c'est l'IA. Mon Dieu, c'est la consommation. Mon Dieu, c'est Beyoncé, ou ma déesse, plutôt. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est dans une espèce de moment polythéiste extrême et particulièrement intéressant de ce point de vue-là à observer, bien sûr. Et je posais la question... fin de civilisation. Oui, pour les jeunes, parce que il y a quand même, je disais au début que vous êtes peut-être un nostalgique gourmand du présent. Il y a quand même une donnée nostalgique chez vous, comme ça, un petit peu en fond d'écran, si je peux me permettre de l'expression, qui est vous êtes un homme de culture, d'histoire. La connaissance est importante pour vous. La littérature est importante. Le cinéma est important. La profondeur est importante. Et devant ce monde et ces jeunes qui ne connaissent plus souvent la moitié peut-être des personnes qu'on a évoquées. Peut-être ils ont entendu parler de La Fontaine, de La Bruyère, mais de loin. Et ça, comment vous réagissez par rapport à ça, cette culture qui disparaît? C'est-à-dire que j'ai très très peur de la dématérialisation. C'est-à-dire que je vois, si vous voulez, moi j'ai des livres, des vrais livres en papier chez moi, et je vous donne un exemple personnel tout simple. Vous savez que j'ai eu un passé de comédien qui fait que j'ai joué dans peut-être 25 films dans ma jeunesse, ce qui fait que j'ai eu le privilège, et je suis toujours, d'être membre de l'Académie des Césars. Donc je vote pour les Césars chaque année, et pendant 20 ans, chaque année, c'était génial parce que je recevais par coursier un beau coffret avec des DVD où il y avait tous les films sortis en France pendant l'année. Un aide-mémoire extraordinaire, vous voyez. Et puis en 2021, le coffret n'est pas sorti. Et en 2022 non plus, et en 2023 non plus. Alors j'ai dit, mais pourquoi ? On m'a dit, mais vous êtes ringard, c'est fini, les DVD c'est fini.
maintenant, c'est dématérialisé. Alors les DVD, c'est vrai que c'est peut-être fini, mais les DVD, c'est, comme d'autres objets, c'est un objet culturel. C'est-à-dire que le DVD, vous pouvez le toucher, vous pouvez le mettre dans un coin, vous pouvez vous y référer. Alors que dès lors que vous êtes dématérialisé, vous allez quoi? Vous allez consulter des listes de films sur des écrans. Ok, pourquoi pas? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui se passe si le système s'écroule? Qu'est-ce qui se passe si Internet se casse la gueule? Tout disparaît. Le savoir de l'humanité disparaît. Il reste les livres, il reste les DVD jusqu'en 2020. Et donc, le cinéma après 2020, il disparaît. Vous voyez? Et là, il y a là quelque chose qui me fait terriblement peur. Pour les disques aussi, en fait. Les disques, c'est pareil. Les disques, c'est pareil. D'ailleurs, on le voit bien parce que aujourd'hui, les musiciens, alors tout est dématérialisé, bien sûr, mais ils font des disques. Pourquoi? Pour avoir une trace physique de leur passage sur cette terre. Parce que si vous n'avez qu'une trace immatérielle, vous disparaissez quand... Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir avec le web, c'est qu'il y a des millions et des millions de pages Internet qui disparaissent, des blogs qui disparaissent, des pages qui sont anéanties. Il n'y a pas de mémoire sur le web, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, moi, ça me fait doucement rigoler, et je trouve ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle cherche ses références uniquement sur le web. Or, il y a plein de pages qui ont disparu. Or, il y a plein de mensonges et d'erreurs sur le web. Et en plus, vous avez une bonne moitié du savoir de l'humanité qui n'est pas sur le web, qui n'est pas numérisé. Les livres des grands penseurs grecs, ils sont pas numérisés. Et donc, mais même l'expérience, le savoir-faire d'un potier... je vous parle pas du savoir-faire, je vous parle pas du talent, je vous parle pas de ce qui nous caractérise, nous autres humains, mais même d'un point de vue encyclopédique, si vous voulez. Vous posez une question à l'IA qui est dis-moi quels sont les grands penseurs grecs. L'IA fera de son mieux, mais avec Wikipédia, c'est-à-dire un tissu de bêtises. Donc l'IA ne pourra pas vous renseigner là-dessus. Moi, j'ai une expérience, vous savez, on est toujours un peu narcissique, et il y a quelques jours, par jeu, j'ai questionné l'IA d'Elon Musk, qui s'appelle Grok 3, j'ai demandé à Elon Musk, donc je lui ai dit, quel avenir voyez-vous pour Christophe Bourseiller ? D'accord. Et donc, j'ai eu Christophe Bourseiller a un avenir incertain parce qu'il est très dispersé et il faudrait qu'il passe sa thèse de doctorat. Or, mon doctorat, je l'ai soutenu il y a des années. Alors, mais le Grok ne l'a pas vu. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était pas sur la liste, qu'il n'a pas consulté les listes. Il ne sait pas que je suis historien, Grok, vous voyez. Donc, c'est extraordinaire. Vous voyez? Et donc je me suis dit, mais ce que Grok dit de moi, malheureusement, est faux. Voilà, vous voyez, et ça m'a intéressé sur et les IA, effectivement, comment aujourd'hui. Alors on me répond, oui, mais attendez, l'IA évolue très vite. Dans 10 ans, l'IA saura que vous avez fait un doctorat. Oui, mais les spécialistes de l'IA vous disent bien que l'IA est en train de s'épuiser. Parce que, justement, elle a épuisé tout ce qui est dans le web, elle a aspiré tout ce qui est dans le web, et maintenant, les IA sont en train de s'auto-alimenter. C'est-à-dire qu'elle s'envoie elle-même des informations, ce qui fait qu'elle tourne en rond. Épuiser tout ce qui est dans le web, ça veut dire épuiser toutes les erreurs du web. Si vous regardez les blogs de haine, la folie humaine, les réseaux sociaux, alors si c'est ça que l'IA va chercher, vous avez des raisons de vous poser des questions. Vous savez, je parlais de Wikipédia tout à l'heure, parce que l'encyclopédie Wikipédia, c'est une encyclopédie très dangereuse, dans la mesure où elle ne part pas de la source réelle, mais de ce qu'on dit de la source. Et donc, pour tous des sujets, c'est une information qui est complètement hasardeuse, foireuse, fausse. C'est vraiment, mais pas du tout un outil fiable. Alors, ce sera ma dernière question à Christophe Bourseiller. Le monde nous rend fous, c'est le titre de votre livre aux éditions Rivage. Et si c'était la technologie qui devenait folle ? Quelles seraient les conséquences ? Mais c'est-à-dire que la technologie est le reflet de l'humanité. La vraie question, c'est par exemple, pourquoi voulons-nous aller toujours plus vite ? Pourquoi voulons-nous nous substituer à Dieu en créant une intelligence ? Pourquoi ?
pourquoi voulons-nous créer une intelligence? À quoi ça sert de créer une intelligence artificielle? On s'aperçoit que l'intelligence artificielle nous ressemble. Par exemple, il y a un type malhonnête qui a créé une intelligence artificielle aux États-Unis qui truandait sur la bourse. Parce qu'il était malhonnête, donc l'IA était à son image. Donc, vous voyez, donc après, oui, mais elle est encore plus intelligente que moi. Moi, je veux bien, on n'en est pas là. Mais pourquoi voulons-nous... Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce muscle fou? Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui veut sortir d'elle-même? Vous voyez, il y a là, pour moi, je suis fasciné par l'humanité. Vous savez, ça fait des années que j'étudie les minoritaires et les extrémistes. Et j'étudie quoi? Des groupuscules de cinglés. J'étudie des cinglés. Depuis, ça fait maintenant 40 ans que j'étudie des cinglés. Alors, parfois, ils sont géniaux, parfois, ils sont complètement dangereux, invraisemblables et évidemment à réprimer. Mais c'est ça que j'étudie. Et cette humanité, elle est composée en fait aux 3/4 de cinglés. Et donc, quand je dis que ce monde me rend fou, c'est qu'au fond, je suis comme les autres. Moi aussi, je suis devenu fou. Christophe Bourseiller, en tout cas, merci d'être venu au micro de Pile Poule pour nous parler de ce livre. Donc, voilà, Ce monde me rend fou. Alors, ce sont des chroniques d'une page et demie. Donc, l'été approche, on peut les lire dans n'importe quel ordre. Ah oui, c'est vrai. C'est feuilletonnant, comme on dit. C'est feuilletonnant. Voilà. On va essayer. Et on peut les lire dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment, si on a 1 minute, si on a 1 heure. Donc c'est le livre à emporter en vacances, il me semble. Voilà. Oui, moi je vais l'emporter en tout cas. Oui, probablement. Ou en préparer un nouveau peut-être. Ou alors j'en ai un très sérieux à venir en septembre, parce que vous savez que je suis aussi ce côté historien des marginalités ou des extrêmes, c'est que je prépare une grosse biographie des Le Pen à apparaître chez Perrin en septembre. Très bien, alors vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci Christophe Bourseiller. Merci à vous Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.